Bonjour à tous. Il écrit le compliqué pour le plus grand nombre, tour à tour dramaturge, écrivain, romancier, philosophe et même commentateur sportif parfois. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici ce jeudi à la Salle Rameau à Lyon pour une conférence autour de votre livre Plus tard, je serai un enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un peu du Petit Prince dans ce titre ? Peut-être, parce que Le Petit Prince a été une de mes lectures marquantes, et l'est toujours, puisque je l'ai même relu la semaine dernière. Voilà. Il y a cette idée, effectivement, l'esprit de sérieux, entre guillemets, des grandes personnes, dont se moque Saint-Exupéry. Moi aussi, je m'en moque, en me moquant de moi-même aussi, parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où je me suis pris très au sérieux. Et en fait, il y a des qualités dans l'enfance qu'il ne faut pas perdre. Lesquelles ? L'humilité. Un enfant sait qu'il ne sait pas. Un enfant sait que beaucoup de choses lui échappent. Un enfant sait que le monde est mystérieux, mais en même temps, il a confiance dans ce mystère, et puis il a l'intention d'élucider le plus de choses possibles de ce mystère. Et puis, l'enfant aussi a le sens de l'étonnement, ce que Platon appelait la première vertu du philosophe. Et surtout, il a une chose absolument merveilleuse, et que moi j'essaye de cultiver, il a le sens de l'émerveillement. Est-ce que ce n'est pas la première vertu du romancier, ça, le sens de l'émerveillement ? Bien sûr, je crois tout artiste. Un peintre qui vous montre, je ne sais pas, une pomme, c'est la première pomme et c'est la première fois qu'il la voit. Et vous, c'est la première fois que vous le voyez. Tel quel. Oui, je pense que l'art, c'est une aube perpétuelle. Et un romancier, un peintre sont toujours en train de montrer l'épiphanie des choses. On parle de ce sens de l'émerveillement. Aujourd'hui, on est à Lyon, Salle Rameau. Vous êtes né à Sainte-Foy-les-Lyons. Oui. En quoi la ville, cette région, a joué, a participé à faire ce que vous êtes aujourd'hui, cet adulte que vous êtes, ou cet enfant que vous êtes resté alors plutôt ? C'est énorme le rôle de Lyon finalement. Je me rends compte avec les années, parce que d'abord je suis né à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est-à-dire sur la colline, à Fourvière, quoi. Mmh. Et mes parents avaient un balcon d'où on voyait toute la ville. Et le monde s'est donné à moi comme un spectacle. À la fois, il y avait de quoi admirer, et en même temps, j'étais à distance, je pouvais réfléchir. Je suis sûr que le philosophe est né dans le petit garçon qui, les jambes écartées, regardait Lyon, les monts, les Alpes, au loin. Le monde était passionnant, beau. À portée de main. À portée de main, et puis quand je n'arrivais plus à voir, j'imaginais. Là, donc, il y avait déjà le romancier. Donc, Lyon, c'est ça. Puis Lyon, c'est aussi une façon tranquille de se balader dans les siècles. Voilà, moi j'allais au lycée, c'était le lycée Saint-Just, 19e siècle, à côté de l'amphithéâtre gallo-romain, et pour y aller, je traversais le vieux Lyon, c'est-à-dire une période médiévale et Renaissance. Donc j'étais de plein pied dans plusieurs siècles à la fois. Et puis au loin, j'apercevais les tours de la Part-Dieu, modernes. Et dans mon écriture, il y a ça. Dans mon écriture, il y a ça. J'ai écrit l'Évangile selon Pilate, où je marche au 1er siècle en Judée et d'autres. Je crois que c'est très lyonnais, cette espèce de connivence avec des époques. Aujourd'hui, vous êtes considéré, vous êtes un intellectuel. On est dans une période présidentielle. Selon vous, quel rôle doit jouer aujourd'hui l'intellectuel dans cette période où tout va très vite et où tous les avis, des fois un peu étranges, peuvent s'exprimer ? Je pense que l'intellectuel, c'est pas celui qui dit... Et l'artiste d'ailleurs. Alors, c'est deux choses très différentes. Alors, l'intellectuel, c'est pas celui qui dit quoi penser, mais c'est celui qui donne les outils pour penser. Moi, l'unique métier que j'ai exercé, c'était enseigner la philosophie à l'université. Je disais toujours à mes élèves, ne dites pas ce que je dis, mais faites ce que je fais, réfléchissez. Et donc, je crois que le travail de l'intellectuel, c'est d'apporter la boîte à outils. Et après, c'est à chacun de s'en servir. Donc, moi, je suis contre les intellectuels qui vaticinent et qui imposent une pensée, parce que du coup, c'est de l'idéologie, c'est plus de la pensée. Alors, le rôle de l'artiste, c'est totalement différent. Le rôle de l'artiste, c'est de donner envie de vivre. Le rôle de l'artiste, c'est de montrer la complexité des choses, la profondeur des choses. Nietzsche, le philosophe, disait « Le jour est plus profond que le jour ne l'imagine ». Et moi, j'ai toujours pensé que c'était ça, la fonction d'un artiste. Montrer la profondeur même de ce qui paraît plat. Donc, voilà. D'un côté, la boîte à outils, de l'autre, les enchanteurs. Et puis, au milieu, nous, citoyens. Qui vont faire la part des choses. Qui vont faire la part des choses, la part des mensonges, la part des promesses.
J'avoue que l'époque est assez passionnante à ce niveau-là. Troublante ou passionnante? Les deux. Peut-être passionnante parce que troublante. Mais on a l'impression aussi que les peuples en ont assez des scénarios tout faits et interviennent dans leur histoire de façon pacifique, heureusement. Pas partout. Pas partout. Donc je trouve que l'époque est assez passionnante. Je ne trouve pas tous les candidats passionnants, mais l'époque passionnante. On arrive au bout de cet entretien pour les téléspectateurs de TLM. On va continuer quelques minutes sur YouTube que vous pourrez retrouver sur le site de Lyon Capitale et sur le site de TLM. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouvel autre direct. On est toujours ensemble. On parlait de cette époque passionnante. Comment vous expliquez aussi que d'une part, ces gens qui sont censés donner une boîte à outils, ces intellectuels, sont aujourd'hui de plus en plus inaudibles? Je vais donner un exemple concret. On a l'impression que, c'est des exemples connus, mais Sartre et Camus étaient dans le foyer de chacun dans les années 60, dans les années 50. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ça. Qu'est-ce qui a fait que ça ait changé? Moi d'abord, je pense que c'est une vision rétrospective. Oui. Idéalisé peut-être alors. Ah bah, les intellectuels et les artistes sont toujours plus grands morts que vivants. Donc il y a cette part-là. Ensuite, je crois qu'effectivement, si vous prenez Sartre et Camus, Sartre était extrêmement audible. Et moi, je sais que dans ma jeunesse, c'était un de mes héros, puisque j'avais 20 ans quand il est mort. Donc j'ai poussé quand même dans cette énergie sartrienne. Mais, comment dirais-je, il a posé un point de vue pour le coup. Il a posé un point de vue, tout à fait. Et aujourd'hui, avec le recul, on est un peu... Vous êtes plus Camus que Sartre aujourd'hui. Mais complètement. Et celui qui m'aide à vivre, celui qui m'aide à penser, c'est Camus, qui à l'époque n'était pas audible et qui était rendu inaudible par les autres, parce qu'il n'était pas assimilable politiquement. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas le ranger facilement. Parce que c'était un vrai penseur, parce que c'était le vrai sel de la terre. Du peuple, d'ailleurs, vous parlez du peuple tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui inspirent, des gens qui font réfléchir, mais il ne faut pas confondre le travail intellectuel, qui est un travail solitaire, modeste, silencieux, profond, qui produit ses fruits à sa propre vitesse, avec du matériel d'estrade qui impressionne, qui peut emballer. De l'esbrouf. Oui, donc... Voilà. Vous savez, en plus, ce discours, il n'y a plus comme avant. Donc, ils sont moins accessibles. C'était déjà écrit sur les murs d'Athènes au 5e siècle. Donc, c'est pas nouveau. Je vous dis, c'est une vision rétrospective. On parlait de la présidentielle, vous avez dit que pour l'instant, bon. Comment vous jugez cette présidentielle, justement? Quel regard portez-vous? Qui est quand même relativement... il se passe quelque chose de neuf par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que... c'est la disparition de ce qui me paraissait inébranlable, c'est-à-dire les grands partis qui tout d'un coup ne sont plus favoris du tout. Alors déjà, on s'en rendait compte avec le processus des primaires, c'est-à-dire que faut pas je veux dire, le fait que ceux qui représentent les grands partis soient assez en bas ne vient pas des primaires, c'est les primaires qui venaient elles-mêmes du fait que les partis n'avaient plus leur cohérence originelle. Faut pas essayer de trouver une légitimité là où ils en avaient plus. Faut pas confondre confondre le fait la poule, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, et de voir que d'autres mouvements peuvent émerger. Et alors, ce qui me fascine et m'inquiète, par contre, c'est les clichés qui sont celui de tous les partis aujourd'hui. Ils sont tous anti-système. Oui. Alors, Macron est anti-système, alors quand on lui dit que non, il est issu des grandes écoles, il dit oui, mais je suis contre le système politique tel qu'il est, ce qui est vrai. Les autres sont anti-système parce qu'ils n'ont pas participé au pouvoir, etc. Je veux dire, voilà. Chacun a son propre système. Et même, je dirais, Fillon est sorti du système parce qu'il est persécuté, à ses propres yeux, persécuté. Donc cette volonté de chacun de se mettre hors du système, voilà, m'inquiète. Pourquoi? Parce que c'est de la rhétorique, c'est de la démagogie. C'est essayer de récupérer des gens qui ont été déçus par le système à juste titre, en leur disant mais nous on n'en fait pas partie, alors qu'en fait il n'y a que des émanations. C'est le meilleur moyen d'arriver à un vote extrême au final? C'est le meilleur moyen de décevoir.
Et si la déception par rapport aux politiques s'accentue, et moi je trouve qu'elle s'accentue de plus en plus, je veux dire, on va se faire du souci pour nous, pour nos vies, pour nos démocraties, pour la paix. Vous êtes vraiment que pessimiste ou vous avez quand même de l'espoir? Moi je crois qu'il y a aujourd'hui une partie de la population qui n'écoute que ses douleurs et ses souffrances. Et je ne lui jette pas la pierre, parce qu'il y a des gens qui sont dans des réelles difficultés, qui ont peu de perspectives d'avenir et qui se sentent rejetés de la société. Et alors là, il y a une légitimité totale. Puis après, au-dessus de ça, il y a un culte du malheur et du ça va pas. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il faut affirmer une croyance dans l'avenir et une croyance dans la vie pour continuer à vivre. C'est la France entière qui me fait peur à ce niveau-là, avec son pessimisme cultivé. C'est nouveau ou vous le datez vraiment de plus loin? Alors si on regarde en fait ce qu'on trouve dans la littérature, les Français sont toujours apparus comme étant très pessimistes. Mais il y a des siècles merveilleux qui ont échappé à ce pessimisme. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, c'était l'enthousiasme, l'optimisme philosophique, la volonté de donner l'accès culturel à tous et l'éducation à tous. On a retrouvé ça de nouveau à la fin du XIXe siècle. C'est la révolution. En fait, c'est comme si c'était les fins de siècle qui se remettaient à l'optimisme, mais les débuts, non. Là, on est au début. Là. Voilà. Très bien. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Merci Eric Emmanuel Schmitt. Merci à vous de nous avoir suivis. On était à la salle Rameau. Merci à la librairie Docide qui est présente aujourd'hui. Merci à Élise qui était à la technique. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.